Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. C'est l'heure du duel. Salut tout le monde et bienvenue dans Red Texas Lover, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Paul. Salut Paul. Hey, salut. Alors Paul, toujours à tête de carton C. Apparemment, ouais, j'ai pas encore vu de révolte de gens avec des fourches, donc a priori c'est toujours moi, ouais. Bien, excellent. Donc on te retrouve toujours dans Magnastic, dans Tu vas niquer la batterie. Ouais, ça change pas. Et un petit peu en stream sur Twitch. Ouais, j'essaie de m'y remettre. Mais c'est compliqué de suivre des plannings et tout, genre... c'est chiant. Pourquoi on a des obligations comme ça ? Ah c'est vrai ça. Il faut vraiment abolir le travail et faire des communes. Hein. Il est temps là, putain. C'est vraiment des problèmes de riches. Enfin. Bon écoute Paul, une remarque que tu m'avais dite et que tu avais dite dans d'autres émissions à plusieurs reprises m'a inspiré à un nouveau format d'émission, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais. On va faire un format d'émission où on va confronter nos hot takes. Oh, ok, je suis chaud. Donc un format qu'on va très sobrement intituler C'est l'heure du duel. Hein. Ah, oui, toute référence à un jeu de cartes ou de l'animation ou du manga serait malvenue. Purement fortuite. Purement fortuite. Absolument c'est fortuite. Ça, oui, c'est ça qu'on dit, purement fortuite. Purement fortuite. Non, mais donc à plusieurs reprises à travers des émissions, tu as parlé du fait que toi, quand tu joues à des jeux vidéo, tu n'adhères pas à ce que tu appelles l'ontologie du pixel. Oui, ouais, alors je dis plus habituellement l'ontologie du polygone parce qu'on joue à des jeux 3D, mais oui, l'ontologie du pixel ou du sprite ou du polygone ou de la ligne de code en fait finalement. J'adhère pas, ouais. Tu n'adhères pas. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu dis ça ? Bah, en fait, si tu reviens au concept de base, l'ontologie, c'est en gros, et je simplifie assez rapidement, c'est l'étude philosophique de l'être, la réalité, l'existence et le devenir. Donc à partir du moment où tu fais l'ontologie de quelque chose, normalement tu admets que la chose dont tu fais l'ontologie a une forme d'existence et de réalité. Donc après, tout dépend où tu vas mettre la plaque, enfin où tu vas mettre la comparaison, parce que forcément, on peut parler d'ontologie du polygone. Le polygone, je le vois, donc on peut dire qu'il existe. Mais philosophiquement, ça va plutôt être une existence au sens humain où on l'entend. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lui caler des caractéristiques propres à l'humain ou propres, ou en tout cas au règne du vivant, qui vont être la conscience, le fait qu'il ressente, le fait qu'ils existent au sens où l'être humain l'entend, comme toi et moi, nous existons, en tout cas aux dernières nouvelles, si on n'est pas dans le rêve d'un teckel. Un teckel de droite. Oui, c'est comme tous les teckels. Enfin. Oui, donc ça veut dire que quand toi tu joues à Mario, et que Mario sauve la princesse, tu ne projettes pas de personne sur Mario et sur la princesse Peach. Tu sais que ce sont juste des blip-bloops qui s'animent sur l'écran avec lequel tu joues. Oui, c'est des blip-bloops qui ont quand même une représentation dans le contexte du jeu, mais ça reste quand même un pixel défini, ça reste un groupe de pixels définis dans une coordonnée de mon écran qui n'existe que pour moi. Donc, y a pas, tu vois, par exemple, il y a un débat que j'ai souvent, c'est que pour moi, il n'y a pas de moralité dans le jeu vidéo parce que le jeu vidéo n'existe que pour toi, et pour qu'il y ait de la moralité, il faut qu'il y ait un tiers. Si ce tiers-là est absent,
il n'y a pas de définition de moralité qui peut tenir. Tu vois, c'est ce que disait un peu Sartre quand il disait l'enfer c'est les autres parce que tu n'existes que relativement aux autres. En tout cas, dans un contexte social, tu n'existes que dans ton rapport aux autres. Et donc, ou le rapport à un tiers, de manière générale. C'est vrai, c'est vrai. D'un autre côté, Sartre, il se promenait toujours avec tout son argent sur lui, donc je sais pas si on doit écouter 100% de tout ce que dit Sartre. Ah, oui, non, bah, bien, évidemment. Calmons-nous. Différencie un petit peu le philosophe de l'être humain, si tu veux. Enfin, voilà, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en Big 2026. Mais en gros, oui, la base de ce que je dis, si tu veux que je développe un peu plus ou pas. Alors, vas-y, faisons l'ontologie de l'être et le néant, c'est parti. Allez, c'est Ah, parti. je vous ai eu C'est pas du tout jeu vidéo, à cause des philo, là, c'est parti. Non, mais enfin, voilà, en fait, généralement, moi, quand j'emploie cette expression de ouais, vous allez pas me faire l'anthologie du polygone, du sprite, du pixel, mettez ce que vous voulez, c'est qu'en fait, je sous-entends qu'un système de choix moraux, parce que c'est notamment dans ce concept-là que je l'utilise, et particulièrement dans Pragmatic. Enfin, en même temps, je ne veux pas l'utiliser en tu vas niquer la batterie, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est une question de savoir à quel moment tu peux plaquer une moralité dans l'acte, et si oui, par rapport à quelle morale tu vas te définir. Parce que généralement, ce que tu vas avoir dans les choix moraux, bon, t'as beaucoup de séries qui vont faire ça, hein, notamment dans les moins bien exécutés, on va dire que t'as Mass Effect, qui te met toujours une partie de choix où tu vas suivre les choix de Paragon ou les choix de méchants, je sais plus ce que c'est. Renégat. Alors, Renégat, c'est pas méchant. Hein. Ouais, mais en fait, si. Ben, paradoxalement, si, parce que du coup, dans la moralité du jeu, c'est présenté comme ça. L'option est rouge, à l'inverse du Paragon qui est bleu. C'est toujours un choix qui est, en tout cas, en termes de conséquences, toujours présenté de manière violente, présenté de manière antagonistique en fonction de la personne, enfin par rapport à la personne ou le groupe de personnes envers qui tu l'exécutes. Et bah, pour moi, ça me pose un problème parce que à ce moment-là, à partir du moment où tu introduis cette notion de moralité dans l'équation, la moralité, déjà, c'est un truc qui change en fonction des cultures, c'est quelque chose qui change en fonction de beaucoup de facteurs qui sont indépendants des choix des personnes qui sont incluses dans la situation actuelle. Et du coup, est-ce que tu vas partir du principe que la moralité qui t'est imposée dans le jeu va arriver va être décidée plutôt par le narrative designer du jeu? Est-ce que ça va être un choix global? Est-ce que ça va être un choix moral, entre guillemets, consensuel? Parce que, bon, admettons, tuer des enfants, ça se fait pas. Bon, voilà, je suis d'accord fondamentalement avec l'idée, hein, on va pas non plus faire que je mange des enfants. Mais voilà, tu vois, par exemple, le meurtre d'enfants est toujours vu de manière excessivement négative dans le jeu vidéo, et globalement, je pense, à raison. Je dis pas qu'il faut aller tuer les enfants, faut pas non plus déconner. Mais ça te met dans un cadre moral qui va être récompensé de manière plus ou moins négative, donc récompensé ou puni, en fonction de ce que le narrative designer et de manière générale les gens qui ont fait le jeu ont décidé. Et du coup, je trouve ça assez artificiel d'annoncer, en fait, par exemple, dans un Mass Effect, que tu vas être maître de tes choix, parce que déjà, t'es toujours maître de tes choix dans le contexte du jeu. Et le choix de moralité, tout va aussi dépendre des biais des gens qui l'ont fait. Tu vois, c'est assez compliqué d'appliquer des principes comme la mort de l'auteur, par exemple, dans le jeu vidéo, je trouve. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que... ça me fait penser à un autre truc, quitte à se la péter avec des noms de philosophes. Allez, vas-y. C'est... en fait, ce que tu dis là, que les critères moraux, ils dépendent des cultures, c'est... Oui. C'est ce que Nietzsche décrivait quand il disait qu'on était passé d'une morale de maître à une morale d'esclave. Mm-hmm. Puisque à l'époque de l'Antiquité, le héros n'était pas vertueux à cause de ses actions. Les actions du héros étaient vertueuses parce qu'elles étaient faites par un héros, peu importe qui l'avait fait. Ouais. Et que ça, c'était une logique de maître.
et qu'on est passé à une logique d'esclave où on dit bah non, c'est ce que tu fais qui est vertueux, c'est pas qui tu es. C'est donc quelqu'un de vertueux qui fait quelque chose d'horrible, bah ça reste horrible. Et ça, il l'avait associé à un concept qui a été très très mal compris par un petit groupe de personnes que Nietzsche avait appelé la revanche juive. Ouais. Ouais. Waouh, direct, les vrais sujets. Non, mais Ouais, mais tu vois, par exemple, il parlait moralement, je par pense rapport que au c'est fait pas bien que d'être nazi. bah oui, mais lui il parlait juste des esclaves juifs en Égypte, il parlait pas des pâtissiers à Vienne, quoi. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais donc oui, ça c'est un point qui est intéressant, c'est que du coup, quel que soit l'univers dans lequel se passe le jeu, c'est vrai que les choix moraux qui sont présentés, ils vont être colorés par le bagage culturel des gens qui font le jeu, ça, effectivement. Et ça peut... Oui, et surtout, ça veut pas nécessairement dire que c'est volontaire, ou... Enfin, non, pas volontaire, intentionnel, plutôt. C'est-à-dire que, forcément, t'es toujours un produit de ta culture. C'est systématique, t'es toujours le produit de ton environnement. Et forcément, ton environnement va t'orienter en fonction de sa morale, sa culture de manière générale. Et tu vois, bon, je dis pas que tous les choix renégats de Mass Effect sont mauvais. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que ce que je suis en train de dire, c'est que à partir du moment où tu définis une morale, un système de moralité, et c'est peut-être plus le problème du système de moralité que de l'ontologie du polygone. J'ai un peu dérivé, mais enfin, c'est lié. Oui, c'est lié parce que toi, tu as l'impression que s'il n'y a pas un autre, alors tu ne peux pas lui faire de mal, et donc le choix moral est nul et non avenu. C'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Putain, en une phrase, bien joué. Ouais, écoute. Tu sais, quand t'as pas beaucoup de temps pour faire passer des concepts parfois abstraits à des gens, t'es obligé d'avoir le sens de la formule. Mais Ah ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. J'applaudis. mais ouais. Alors, ok. Le cas de Mass Effect, je trouve que c'est intéressant parce que chez BioWare, dans des interviews, ils parlaient du fait que ils avaient plutôt voulu faire justement que l'échelle Parangon Renégat, ils n'avaient pas appelé ça bien mal parce qu'ils estimaient que Shepard restait le héros de l'histoire et qu'à la fin il était censé sauver la galaxie. Et juste, est-ce qu'il allait le faire comme Superman ou comme Jack Bauer, quoi. On peut parler de la moralité de Jack Bauer si tu veux. Mais, et que du coup c'était plus une idée de pur héroïsme ou de anti-héros, en tout cas dans leur tête, que vraiment de bien et de mal. Et là où je trouve ça intéressant, et tu l'as souligné, c'est que ça crée des réactions qui sont en fait perçues comme étant pires que si c'était juste le bien et le mal. Parce que tu vois ce gars qui est censé en avoir quelque chose à foutre des gens et qui est infect avec tout le monde et qui va quand même sauver la galaxie à la fin, et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Bah ouais, c'est là que du coup l'intention de l'auteur vient parasiter entre guillemets ce que toi tu peux percevoir comme acte moral, tu vois. Enfin, acte moral. Enfin, moi j'ai un autre exemple. Bah, il me semble que tu étais venu avec nous sur Catherine quand on avait fait Catherine dans Pragmatic, non ? Absolument. Ouais. C'était un effet où j'étais là. Dans Catherine, je me rappelle avoir dit oui, mais bon, à un moment, j'ai peut-être été puni par le jeu parce que je n'ai pas vu son contenu, mais t'es dans le contexte d'un personnage qui est censé reprendre sa vie en main, et un personnage qui reprend sa vie en main, il reste pas tous les soirs jusqu'à 2h du mat au bistrot. Et tu vois, du coup, tu peux te retrouver aussi dans une mise en contexte qui ne colle pas nécessairement avec la vision de design du jeu. Et paradoxalement, je trouve que ça s'intègre aussi un petit peu dans ce genre de dilemme moral, peut-être pas non plus, mais tu vois, dans ce genre de rapport que tu peux entretenir avec l'univers virtuel dans lequel tu te plonges quand tu joues à un jeu. Ouais, ok. Dans le cas de Catherine, c'est quelqu'un qui dit qu'il va reprendre sa vie en main. C'est pas nécessairement quelqu'un qui reprend sa vie en main. Oui, mais à ce moment-là, tu vois, tu rentres effectivement derrière la perception du joueur de ce que tu lui présentes.
Et à ce moment-là, tu vois, ça devient encore un peu plus flou. Donc après, faire des jeux vidéo, c'est compliqué. Oui, faire des jeux. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord que c'est compliqué. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, tu parles de ces exemples-là et du fait que bah si c'est pas des personnes, bah en fait, on s'en fout un peu et ça fait qu'on se met à décortiquer comment c'est fait plutôt que de ressentir les émotions et on se met à se dire mais en fait c'est mal écrit quoi. Ouais. Ouais. Oui, ça m'arrive aussi, oui. Là où je vais te rejoindre, c'est dans deux situations. En fait, je pense que la première situation où c'est facile de te rejoindre, c'est quand on a des jeux qui essayent de baser toute leur narration et leur structure sur l'ontologie du pixel, comme les jeux de David Cage, Ah, je me demandais quand est-ce qu'on allait parler de lui. qui a dit en interview plus il y a de polygones, plus il y a d'émotions, hein, n'oublions pas. Oui, bah j'ai été extrêmement émotionné par Detroit Become Human en y jouant et en me foutant royalement des situations qu'il me proposait. Donc, je pense que Paris réussi pour David. Hein. En plus, David Cage qui va pas au bout de son propos, puisque bon, la polémique est ancienne maintenant, le jeu est sorti il y a un bout de temps, mais dans Detroit Become Human, il y a un petit moment où le quatrième mur se brise, puisque l'androïde qui est là dans les menus se fait tuer dans l'histoire, et du coup il est plus censé être là dans les menus, et les fans ont râlé parce que leur waifu a fait partie, et donc David Cage a cédé, et il a remis la waifu dans les menus. Aïe. David. Et moi j'appelle ça de la lâcheté, voilà. Ouais. Ouais, mais après c'est pas son premier coup. Ceci dit. Mais ouais. Mais donc dans le cas des jeux, je sais, Quantic Dream, voilà, les jeux édités par Quantic Dream, on voit une intention de faire vraiment exister des personnages et de faire en sorte que la personne qui joue les considère comme des personnes. Globalement, c'est plutôt considéré comme des échecs, hein, tous ces jeux-là. C'est à se demander comment il a pu en faire autant. En fait, c'est terrible parce que je vois l'idée, mais l'exécution ne fonctionne pas. Enfin, je me rappelle de... Putain, c'était comment le premier Quantic Dream, là ? Où t'avais des QTE pour mettre tes savates le matin. Alors, est-ce que on parle du premier ou du premier connu ? Parce que le premier, c'était Fahrenheit, et le premier connu, c'est Heavy Rain. Heavy Rain, voilà, merci. Non, parce qu'à la limite, Fahrenheit était une expérimentation qui était peut-être aussi retenue un peu par la technique. Je pense que sur Heavy Rain, t'avais moins d'excuses techniques sur le fait que ce que t'as fait, ça merde, quoi. Et après, encore une fois, c'est pas grave de pas y arriver. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose de... C'est un truc que je vois... C'est un narratif que tu vois souvent un peu partout, mais pour ce qui nous intéresse là dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'à un moment, des fois, il y a des game designers, des studios qui font des trucs, qui se vautrent, ils se vautrent. Alors, c'est pas grave d'un point de vue artistique, c'est beaucoup plus grave d'un point de vue économique pour les gens qui travaillent dessus et qui, forcément, sont moins payés, se font virer, etc. Mais ouais, il y a un truc où il faut se dire aussi que l'échec fait aussi partie du process, quoi. Oui, après... quand ça échoue et qu'il refait le même jeu. Oui, voilà. Alors ça, après, il y a de la bêtise. Il y a aussi de la bêtise dedans. L'un n'empêche pas l'autre. En volant contre son consentement des images de Elliot Page sous la douche. Bon, merci quoi. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça. On va pas en parler. Hein. On va pas en parler. On peut en parler, ça m'énerve déjà. Bref, on vit dans un monde formidable, hein, évidemment. Ouais. Tu vois, je trouve que un autre point où là je suis d'accord avec toi, ça va être des jeux où la dimension narrative, elle est secondaire, voire absente. Tu vois, je sais que t'es un grand amateur de jeux From Software. Quand je joue à Dark Souls ou à Bloodborne, ça va, ouais, quoi. Tu penses pas à la famille du Capra-Démon, quoi. Non, pas trop. Moi non plus. Je me dis pas... à la rigueur, je me dis, ah merde, il y a ce PNJ qui est mort pour toujours à cause de ce que j'ai fait avant, et je n'ai plus accès à son shop, quoi, mais...
Ouais, disons que la punition, c'est la conséquence. Enfin, c'est les conséquences de la punition qui te touchent. Parce que, oui, ce qui au final reste un petit peu aussi le problème du choix moral dans le JV, en réalité. Oui, bah c'était le truc qui était dans les deux premiers Baldur's Gate, qui était expliqué dans le manuel, puisque tu avais un système de réputation. Et si t'avais une très bonne réputation, les prix au magasin étaient plus bas, les gens étaient sympas avec toi dans les dialogues et tout. Ouais, c'est pas si t'avais bonne réputation, Mais, en fait, tu gagnais des avantages. ouais, mais les personnages mauvais, qui étaient souvent d'alignement mauvais, et qui étaient souvent plus puissants que les personnages d'alignement neutre ou bon, ils se cassaient de ton équipe si ta réputation était trop bonne. L'inverse était vrai aussi, hein, si ta réputation est trop mauvaise, bah, Les personnages sympas s'en vont. les Ouais. personnages sympas s'en vont. Les prix augmentent dans les magasins et si t'as vraiment trop mauvaise réputation, t'as des gardes qui viennent te casser les couilles dès que tu te promènes dans une ville. Et dans le manuel, ils préviennent de ça et ils disent aussi oui, mais quand tu joues un personnage d'alignement, quand tu as une mauvaise réputation, bah, c'est que tu as fait des actes qui t'ont permis de t'enrichir. Et donc t'as plus de pognon. Putain, ça s'applique beaucoup dans la vraie vie, Ça ça. s'applique beaucoup dans la vraie vie. Alors avec quand même le petit bémol que ouais, t'as plus de pognon, mais les trucs sont plus chers, voire les marchands veulent pas te vendre les trucs, donc c'est pas hyper utile d'avoir plus de pognon. D'autant plus que ce sont des jeux à ressources finies, hein. Il n'y a pas une infinité d'affrontements dans ces jeux-là, donc tu ne peux pas... Putain, c'est une vraie analogie du vrai monde, en fait. Hein. Hein, comme... Ils se sont un peu plus plantés avec Mass Effect, mais BioWare, ils étaient Des fois, il tape où il faut. Hein. Ouais, t'as tout il faut, hein. Non, mais c'était intéressant du coup de se dire que ouais, tu peux pas farmer à l'infini dans ces jeux-là, hein. Mm. Et donc, ouais, bon, ça montre un petit peu les limites. Cela dit, une fois qu'on a mis ça de côté, personnellement, je trouve que l'ontologie du pixel, ça présente des avantages. Au-delà du fait que c'est un truc que je fais naturellement, de me projeter émotionnellement dans les œuvres de fiction que je consomme. Par exemple, la première fois que j'ai pleuré devant un film, c'était devant le film Jack avec Robin Williams, où il joue un enfant qui vieillit en accéléré, et donc quand il a 10 ans, bah, il a le corps de Robin Williams à 45 ans. Ah. Et à la fin du film, il a passé son bac, il fait un petit discours devant le lycée, mais il est tout vieux et tout rabougri. Et j'étais petit, hein, j'avais genre 10 ans quand je l'ai vu, et j'ai pleuré très très fort devant cette scène, et je me suis dit, ah tiens, ça peut faire ça un film. Mm. Oui, je vois. Enfin, Après, ouais, vas-y. ouais, c'est... Comment dire je pense que tu vois, dans ce genre d'exemple, tu vas te baser sur quelque chose qui... Enfin, comment dire c'est facile, si tu veux, Enfin, c'est facile. C'est beaucoup plus simple de placer de l'empathie sur un individu qui va te ressembler et dont tu connais la réalité physique. Ah, mais je vais te donner Tu un vois contre-exemple, juste. très bien. Je vais te donner un contre-exemple, Allons-y. parce que un de mes films préférés quand j'étais petit, et je sais que en fait c'est un film problématique par bien des aspects. J'étais vraiment petit, je savais pas, c'était juste une cassette vidéo qu'on avait à la maison. Oui, laissez-moi la chute tranquille. du faucon noir. Oui, bien Non, sûr. c'est Appelez-moi Johnny 5 ou Short Circuit 2. Waouh. Alors, tu connais pas Johnny 5? Ah, mais je suis nul en film, moi. J'aime pas le cinéma spécialement, donc je t'avoue que j'en sais rien. Eh ben, Johnny 5, attends, je vais te montrer une image. Donc c'est un petit, c'est le premier short circuit, c'est l'histoire d'un groupe de robots militaires. Il y en a un qui se fait frapper par la foudre et il devient conscient et pacifiste. D'accord. Et il y a une suite qui s'appelle Appelez-moi Johnny 5, où ce Johnny 5 va retrouver l'ingénieur qu'il a construit dans la ville où il habite. Putain, il a un petit design Wall-E. Ouais, bah clairement. Et je crois qu'il est doublé par le type qui faisait la voix de Michelangelo dans le dessin animé Les Tortues Ninja. D'accord.
Et donc, dans Appelez-moi Johnny 5, dans Short Circuit 2, Johnny 5 se fait scam par des bandits qui veulent cambrioler une banque en volant les diamants qu'il y a dedans. Il les aide à creuser un tunnel, il les aide à piquer les diamants et tout. Et à la fin, pour que Johnny 5, qui est très naïf, ne cafte pas parce qu'il voit pas ce qu'il a fait de mal, donc il voit pas pourquoi il n'en parlerait pas, les bandits décident de le détruire. Et donc, il le tabasse à coups de pieds de biche et de hache. Ouais. Il y a de l'huile de moteur rouge qui gicle quand il lui tape dessus. Oh, analogie. Très dur la scène quand t'as 5 ans et que tu regardes ça. Ah bah ouais, j'imagine, oui. Et tu vois, Ouais. Johnny 5, je ne m'identifie pas à lui, mais la scène, elle était dure. Hein. Et quand il est au bord de la mort et qu'il se fait rafistoler in extremis par le copain de l'ingénieur, Hmm. c'est pareil, Ah mais c'était chaud. Hein. tu vois le fait que tu parles de ça me fait beaucoup penser à une scène de Community Ah bah si ça se trouve, c'est inspiré. où Jeff Winger explique oui mais attendez là vous chopez aux objets, tiens donne-moi un stylo ou un crayon. Il prend un crayon de papier et il dit regardez ce crayon, clac, personne ne réagit et il dit hop maintenant cet autre crayon là il s'appelle John, clac, et là tout le monde fait ah. Il dit, ben oui, voilà, vous vous projetez sur quelque chose à partir du moment où vous lui donnez une identité. Et je trouve ça assez vrai en réalité. Et oui, mais dans les jeux vidéo, pour moi, ça marche. Et la raison pour laquelle je vais défendre l'ontologie du pixel, c'est que ça donne une profondeur et une dimension complètement nouvelle aux jeux vidéo. Pour parler d'un très vieux jeu où ça va être de l'ontologie du sprite, dans Landstalker, Aïe, aïe, aïe. où on joue donc un chasseur de trésors qui se retrouve sur une île pour faire le coup qui va le rendre riche. Il tombe nez à nez sur un dictateur qui ne dit pas son nom, qui écrase la population sous les impôts et qui dit que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Toute ressemblance avec la réalité serait fortuite. Oui, tout à fait, ouais. Et ben ce gars-là, le duc de Mercator, bah c'est vraiment un enfoiré, tu vois. Alors bon, c'est un jeu sur Mega Drive de 1993, donc... Oui, ça, c'est un enfoiré dans le contexte technique, mais oui, technique et narratif. Mais ouais, d'accord. Oui, mais n'empêche que bah, quand tu vois son sprite et quand tu vois l'animation de sa démarche, et ben, tu te dis, ok, ouais, il a vraiment la tronche d'un mec qui pourrait être un enfoiré comme ça, qui ment à tout le monde et qui en fait, est un salopard qui pense qu'à lui, quoi. Euh, et, euh, et à la toute fin, quand il lui arrive une grosse bricole, et bah, moi je suis quand même content de voir qu'il s'en est pas tiré comme ça. Oui, ouais, ok. Et tu vois, Oui, c'est parce enfin, que je ouais. projette, Ouais. je projette l'animosité qu'il m'inspire sur son image. Ouais, mais je pense que là, c'est pas un... En fait, je pense qu'il faut différencier le fait que... Enfin, comment dire, quand tu pars du principe que tu fais effectivement cette ontologie du sprite, tu vas surtout... la différence entre toi et moi, c'est que tu vas t'impliquer à un niveau extrêmement personnel et intérieur à l'univers qu'on va te proposer. Là où moi, c'est quelque chose que j'appréhende toujours de manière très extérieure. Parce que quel que soit ce que tu vas me dire sur l'intention de l'auteur, je sais que derrière il y a un auteur, je sais que derrière il y a des équipes qui ont programmé le fait que quand tu appuies sur A, tu sautes. Je sais que il y a une intention derrière et ben machinalement et c'est assez paradoxal parce que j'ai tendance à considérer certaines productions vidéoludiques comme une certaine forme d'art au sens au sens connard prétentieux, si tu veux.
Enfin, comment dire? Je pense que tu vois, il y a des jeux qui ont un sujet et qui l'abordent de manière qui est très bonne. Et le fait que tu t'y impliques de manière extrêmement personnelle, pour moi, t'empêche de le juger en tant qu'œuvre d'art. Ah, si tu veux, Ah oui, non, je vois. c'est comme dire objectivement, tu vois, si je vais tu vois, ça c'est un dessin, il est moche, et ça, non, c'est un magnifique sphinx d'Égypte. Tu vois, à un moment, objectivement, tu sais que le magnifique sphinx d'Égypte, il est quand même fait avec le cul. Mais Et ce sphinx d'Égypte, il s'appelle John. exactement. Et t'as des critères, tu vois. Euh, Tu peux rassembler le jugement de ce qui est, par exemple, un bon dessin sur des critères techniques qui sont, par exemple, la maîtrise de la perspective, des proportions, etc. Ça n'empêche pas que des trucs tout carrés, tout pas proportionnés, comme peut l'être Guernica, par exemple, aient une puissance évocatrice qui soit extrêmement bien, et qui soit extrêmement poignante, et voilà, et qui soit vecteur d'émotion sur la personne qui le reçoit. Mais objectivement, c'est pas un très bon dessin de cheval. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, et figure-toi que je suis pas nécessairement d'accord. Parce que si le degré de réalisation technique est au service de ce que l'œuvre cherche à faire, je pense que c'est un bon choix technique. Je vais te donner comme exemple un truc un peu random, mais le manga Shin-Chan, qui est vraiment dessiné avec le cul, c'est adapté au ton comique léger tranche de vie, et en plus de ça, ça a beau être dessiné avec le cul, bonne chance pour dessiner pareil. Hein. Oui, mais justement, à ce moment-là, c'est parce que justement, à ce moment-là, tu fais tu prends l'œuvre dans le contexte de comment elle a été faite. Et à ce moment-là, tu la prends plus nécessairement en tant que telle et en tant que narration de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais C'est à partir je de vois ce ce que tu veux moment-là, dire. tu vois, moi, je pars du principe que si, je sais pas, prenons, ouais, putain, prenons vraiment un exemple qui va parler à tout le monde. La mort d'Aerys dans FF7, tu vois. Ouais. Les gens qui vont se projeter sur la mort d'Aerys dans FF7 et qui vont trouver ça cristre, eh ben, je pars du principe que, et enfin, c'est souvent comme ça que moi on me l'a présenté parce que voilà, c'est que ils avaient un attachement émotionnel au personnage. Bon, après, il y en avait plein qui avaient un attachement émotionnel au fait que ce soit la meilleure mage blanche que t'es dans le groupe et que ça va être Ah, chiant. c'est chiant de se soigner après, oui. Mais tu vois, en fait, à partir du moment où tu prends pour moi, à partir du moment où tu prends un attachement émotionnel, ça veut dire que t'es rentré directement dans le dispositif narratif qu'on va te donner et que tu ne juges plus techniquement le jeu, tu vas juger ce qu'il t'a fait ressentir. Ouais, Et à ce mais moment-là, c'est plus la même chose. Tu juges plus la même chose. Il y a une différence pour oui, moi. Tu je vois, suis il y a d'accord. une ligne dans le sable. Non, je suis d'accord qu'il y a une ligne dans le sable. Euh, mais je pense qu'on peut faire les deux. Ah oui, bah Et, on peut parfaitement faire les deux, oui. et par Moi, exemple, je suis incapable de faire la première chose, c'est tout. mais pour parler de la mort de Aerys, je vais faire une petite hot take. Je vais faire une petite hot take sur les gens qui sont tristes Allez. de la mort de Aerys dans FF7. Je pense que Ah, je pense que les gens qui sont tristes de la mort d'Aerys dans FF7 n'ont pas compris ce qui se passe pendant la mort d'Aerys dans FF7. Je serais ravi d'en discuter avec vous sur le Discord, mais, je pense que tu pourras en discuter avec Vincent dans un épisode, ça. mais pour moi, ce qui se passe quand Aerys meurt dans FF7, parce qu'elle elle se contente pas de mourir, elle se fait embusquer par Sephiroth, qui la tue par surprise à un moment où personne ne s'y attendait. Et je pense que le cœur émotionnel de cette scène n'est pas tellement que Aerys meurt, mais que Sephiroth est encore pire, encore plus redoutable et encore plus imprévisible que ce qu'on croyait jusque-là. Oui, et puis en plus, justement, ça relie ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que t'as un côté extrêmement moral. Tu vois, ça te montre que le méchant, il en a rien à foutre d'utiliser des tactiques un petit peu, Oui, en plus. voilà, pas très honorables, tu vois.
Alors qu'en vrai, ben, c'est la guerre, les frérots. Hein. Ouais, et puis en plus, excuse-moi, mais faire une embuscade avec une épée de 5 mètres de long, ça demande Déjà, quand même... c'est pas facile. Ça demande un certain Voilà. travail, Ça on est demande du d'accord. travail. Moi, je pense, voilà. Ah Moi, je pense ouais. que Sephiroth, c'était un bosseur, et que c'était quelqu'un qui avait une vision, qui était, Puis moi, je pense qui aussi était que drivé, Sephiroth, tu vois. il s'est quand même un peu fait tout seul. Voilà, il était vraiment drivé, il avait vraiment une ambition, une vision et un chemin clair dans sa tête. Il visualisait ses objectifs, c'est bien, tu vois. Exactement, exactement. Si Sephiroth était sur LinkedIn, putain, il serait en train de vous vendre des formations. Oh là là, les posts plus longs que son épée sur LinkedIn. Non, mais évidemment, évidemment. J'ai l'impression qu'on s'égare. Bon, attends, on s'égare un petit peu. Non, mais pour parler d'un autre JRPG, parce que je pense que c'est un genre qui se prête particulièrement à ça, par la simple raison que tu vas passer une centaine d'heures en compagnie de ces personnages, et que du coup tu vas les voir sous différents aspects, sous l'aspect gameplay, sous l'aspect visuel, sous l'aspect de leur personnalité, sur l'aspect de leur contexte dans l'histoire, enfin de leur personnalité en tant que personnage de fiction. Hein, Oui, non, 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 j'ai bien compris, oui. Et tu vois, par exemple, un de mes JRPG préférés qui est Tales of Vesperia, ben, je peux à la fois apprécier le gameplay, je peux apprécier les relations entre les personnages, je peux apprécier l'intégration du thème central du jeu, qui est un jeu qui parle de justice. Je peux apprécier comment chaque personnage a son propre rapport à la justice et à qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se manifeste dans le monde à travers ce qui se passe dans le jeu. Et je peux aussi remarquer qu'il y a des moments où l'histoire ça va pas parce qu'on sait plus où on en est, on sait plus qui est motivé par quoi et que ouais il y a un ventre mou un peu bizarre dans le jeu et que il y a toute une ville qui disparaît pour être remplacée par le donjon final et c'est un peu chiant et c'était pas obligé de se passer comme ça. Tu vois, Ouais. on peut. Mmh. Je pense que c'est possible d'avoir tous ces éléments pas qui se superposent, mais qui peuvent se succéder Ouais, qui s'imbrique. ou qui s'imbriquent dans ton analyse du jeu, et que ça ne fait que renforcer l'appréciation qu'on peut avoir du jeu, ou ça va approfondir l'analyse qu'on en fait. Pour reprendre un truc dont j'avais parlé dans un autre épisode, quand je parlais de Xenoblade Chronicles 3, quand il y a cette cutscene où Mio fait son petit sourire là, avant de faire une énorme dinguerie. Personne ne se doute de quel genre de dinguerie il s'agit. Vous voyez pas, mais il pleure. Hein. Il a la larme à l'œil. Hein. Alors j'ai pas pleuré à ce moment-là, mais j'ai pleuré à la fin du jeu. Hein, et j'apprécie que le jeu ait été capable de me faire pleurer à la fin. Oui, ah bah ça, oui, ça après c'est autre chose. Et qu'il l'ait pas forcément fait. Enfin, je m'attendais pas à pleurer au moment où j'ai pleuré, tu vois. Ils ont pas mis sadpiano.mp3 très très fort avec la pluie qui tombe. C'était un peu plus. La pluie qui tombe et la femme tout habillée qui pleure sous la douche. Avec sadpiano.mp3 évidemment. Oui, évidemment. Évidemment. This will make you cry. Lisa, ta cigarette est à l'envers. Celle-là, tout le monde l'aura pas, mais les gens qui l'ont, je pense que c'est leur terrain. je l'ai. Je l'ai, et ça marche. Ça marche. Ça marche. Mais tu peux avoir... Enfin, et tu vois, encore une fois, je pense que... à partir du moment où tu fais une projection émotionnelle, enfin, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il faut absolument détacher le fait que... Enfin, le concept d'ontologie au fait que toi, en tant que joueur, spectateur, tiers, finalement, parce que quoi que tu fasses dans un jeu vidéo, c'est effectivement toi qui contrôle, mais t'es quand même extérieur au jeu. Oui, bah ça, il y a justement un exemple qui est où en fait cette implication émotionnelle, ça va être un problème.
c'est dans les Persona, où tu joues un ado, et tu as des arbres d'affinité, et tu peux sortir avec différents personnages féminins, et comme c'est un jeu japonais fait par des zinzins, tu peux sortir avec des ados de ton lycée ou avec des adultes. Et on en avait parlé dans l'épisode, dans le Super Persona 5 Battle avec Vincent. Il y a pas de bonne solution, tu vois. Je veux dire, Ouais. parce que à moins d'avoir 16 ans toi-même et de faire en sorte que ton personnage qui a 16 ans sorte avec une fille de 16 ans, il y a pas de bonne issue à ce à ce problème-là. Oui, il y a pas de bonne issue à ton intégration dans le narratif, oui. Ouais, Oui, je vois, ouais. C'est une manière assez simple d'illustrer le problème, ouais, effectivement. Effectivement, puis après, de toute façon, il faut aussi partir du principe que ce sont des personnages de 16 ans écrits par des gens qui en ont bien plus, et que, tu vois, et encore derrière, tu vas refausser des représentations. ouais, Ça donc, va être... ça veut dire, ouais, tu te lances là-dedans, c'est finito, quoi. ouais, et oui, à ce stade, vaut mieux arrêter de jouer, hein, parce que Ouais, carrément. et comme le phosphore blanc dans Spectrum Line. Eh ben tu vois, bah oui, putain, mais c'est vrai, comment j'ai pu faire ça sans... Comment on a pu parler de ça sans que ça revienne sur la table? Belle intervention. Parce que... Et tu vois, et encore une fois, c'est ce que je te disais aussi, faut différencier ton implication émotionnelle dans le narratif et le fait que tu sois quand même extérieur à un système. Le jeu vidéo, en lui-même, est un système. Quand je dis de jeu vidéo, pas nécessairement... De manière générale déjà, mais au niveau individuel, un jeu est un système. Et en fait, à partir du moment où toi, le joueur, est contraint dans ce système, tu vas forcément subir d'une part une certaine forme de restriction, parce que ouais, moi j'aimerais bien faire des backflips dans Mario. Dans le premier Mario, tu peux pas faire des backflips. Bon voilà. C'est une restriction physique du moteur, ça n'a pas été programmé pour. Mais après, le problème, c'est que derrière, quand tu viens rajouter la dimension narrative, tu vas avoir de nouvelles restrictions qui sont les restrictions morales imposées par le cadre de ce qui a été défini au moment où on a fait le jeu. L'exemple dont tu parles, qui est Spec Ops The Line et le phosphore blanc, bon, je vous résume un peu la scène, mais sinon... Écoute bon, le pragmatique qu'on a fait sur Spec Ops The Line, finalement. Oui, vous pouvez faire ça, mais bon, on va quand même la résumer. Les gens vont pas se taper 3 heures d'émission où ils m'entendent gueuler. Enfin, ouais, si, peut-être il y a des gens qui écoutent Pragmatic en vrai. Mais en fait, pour le coup, la scène du phosphore blanc, en gros, dans Spec Ops The Line, vous jouez une équipe d'Américains qui sont à Dubaï. À un moment, pour avancer, faut péter un immeuble. Alors bon, on sait pas trop pourquoi, mais encore une fois, c'est un chouette design. Et en fait, ça implique de bombarder de la population civile au phosphore blanc. Alors, je veux bien que on ait le propos... Je veux bien, si tu veux, que le jeu ait un propos qui te dise bombarder des populations civiles, c'est mal. Bon. Moi, en tant que personne normalement constituée, j'ai aussi un peu envie de dire merci, heureusement que tu me l'as dit, parce que sinon, je n'étais pas au courant. Mais il y a aussi le fait que... Qu'est-ce que je vais faire de tout le phosphore blanc que j'ai acheté le week-end dernier chez Castorama? Putain, il va devoir rester dans la cave, c'est chiant. Mais en fait, on se retrouve dans une situation dans Spec Ops où effectivement, le seul moyen d'avancer et de continuer l'expérience proposée par le jeu, c'est d'appuyer sur le bouton pour bombarder cette population qui n'a rien demandé avec du phosphore blanc. Mais c'est à double tranchant, parce que le propos du scénariste Walt Williams, qui a été assez explicité dans son bouquin je sais plus quoi, War and Tales of Video Game, je vais retrouver le titre pendant que je le raconte, mais en gros, son propos à lui, c'était donc moralement, ta meilleure option, c'est d'éteindre la console et d'arrêter de jouer. Alors oui, d'accord, si tu veux. Par contre, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, j'ai claqué 60 balles pour acheter un jeu. Tu m'imposes un choix dont tu vas me répéter à la suite de et tu vas me répéter à la suite de ce choix que t'es quand même vraiment un connard. Oui, mais à un moment, moi, j'ai pas choisi de le faire. C'est toi qui as choisi de me faire ça. Donc à ce moment-là, ta moralité à toi
ne doit pas déborder sur un jugement de ma moralité à moi. Je suis obligé de le faire. Et on n'est pas non plus dans une rhétorique comme les procès de Nuremberg qui disaient bah ouais, nous on était des soldats, on exécutait les ordres. Ça, déjà, ça n'a rien à voir parce que c'est dans le vrai monde. Et ensuite, bah, Bah, à un surtout moment, à ce moment-là dans le jeu, Walker, c'est lui qui donne les ordres, donc ça marche pas non plus, tu vois. oui, c'est pas le joueur. Oui, voilà, ouais. Encore une fois, c'est pas le joueur. Donc toi, t'es C'est- complètement externe au système et on vient juger ta propre moralité sur. Enfin, on vient juger ta propre moralité dans une situation où, 1, c'est pas toi qui as écrit le jeu, 2, le jeu ne te donne pas le choix de le faire, 3, tu incarnes un personnage qui a déjà une moralité extrêmement douteuse. Donc, à un moment, tu peux pas responsabiliser le joueur dans des décisions sur lesquelles il a aucune prise. Ouais, alors je vais te dire, globalement, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le plus gros problème qu'il y a avec cette séquence, alors c'est pas une question de faire sauter un immeuble, c'est qu'il faut passer d'un immeuble à un autre, et le terrain vague entre les deux immeubles, il y a trop de soldats pour les faire en gameplay classique au flingue. Enfin, c'est ce qui est présenté, quoi. Oui, c'est comme ça qu'on te le vend, ouais. Et alors, il se trouve que par miracle, il y a un mortier avec du phosphore blanc à côté. C'est quand même un sacré coup de bol, hein. Sacré coup de bol. Et donc, tu as la séquence avec le viseur en noir et blanc qui est censé rappeler les images de la guerre du Golfe, machin. Oui. Et le truc où pour moi ça ne marche pas, c'est que tu vois tous les petits points blancs qui sont des soldats ennemis et tu les dézingues. Et à un moment, il y a un rectangle avec beaucoup de points blancs qui, eux, ne sont pas agités à l'intérieur. Et peut-être que c'est pas exactement comme ça que j'ai vécu, mais tel que je m'en souviens, je me suis dit, ça doit être des civils, je vais pas leur tirer dessus. Et la séquence ne peut pas continuer si tu ne bombardes pas cette partie-là, qui en fait Oui. n'est pas obligatoire. Tout à Les fait. soldats, tu les as Tout à fait. déjà balayés, les soldats, avec le phosphore blanc à ce moment-là. Tout à fait. Puisque c'est à la fin que tu vois le rectangle avec beaucoup de points blancs dedans. Peut-être que Walt Williams s'était dit, ah ouais, mais dans sa frénésie, le joueur va penser que c'est le quartier général avec encore plus d'ennemis dedans, il va les raser. Mais non. Ouais, puis alors accessoirement, frénésie, c'est pas comme si le jeu était frénétique. Non, pas trop. Au passage, je rappelle le titre du bouquin qui s'appelle Significant Zero, Heroes, Villains and the Fight for Heart and Soul in Video Games. Le melon de Walt Williams, voilà. Non, mais tu sais, en fait, j'en veux pas autant à Walt Williams que toi. Je pense qu'il a fait beaucoup de balles. Je pense comme toi qu'il a un melon pas possible. Je pense aussi que les discussions qui émanent de ce qu'il a fait et de ce qu'il a déclaré sont intéressantes. Ah, bah, ça change, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que, je suis assez, moi, perso, je suis assez partisan de la théorie qui s'appelle la mort de l'auteur. T'en as parlé qui, tout à en l'heure. gros, ouais, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, mais en gros, ça veut dire que, à partir du moment où vous prenez une œuvre d'art, où tu prends une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, que ce soit un bouquin, une peinture ou quoi que ce soit, ton interprétation est la seule qui peut avoir de la valeur. L'intention de l'auteur n'a pas nécessairement à être prise en compte. Alors après, si l'intention de l'auteur est très marquée et très volontaire, tu vois, je pense que tu peux difficilement appliquer ce genre de raisonnement au manifeste du Parti communiste, par exemple. Oui, mais le manifeste du Parti communiste ne cherche pas à se présenter comme une œuvre d'art. Bien sûr. Mais par contre, mais ça reste quand même quelque chose d'écrit, donc tu peux y projeter quelque chose. Mais ton interprétation, par exemple, de Spec Ops The Line, dans ce cas précis, pour le coup, pour moi, en fait, c'est vraiment un truc qui t'empêche totalement de réfléchir par toi-même, parce que t'as toujours un mec figuratif derrière toi qui va te taper sur l'épaule et qui va te dire mec, t'as pas l'impression que c'est mal de bombarder des populations civiles? Est-ce que c'est pas fucked up finalement? Est-ce que t'es pas complètement fucked up, wacko? Et finalement, en fait, j'ai l'impression d'être pris pour un débile. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Prendre le réceptacle, le récepteur de ta communication pour un débile.
Après, tu me diras, j'écris mon boulot, c'est d'écrire des procédures techniques, donc ça, c'est une partie intégrante de mon boulot. Oui, Mais et puis regarde Christopher Nolan qui peut pas s'empêcher de faire une scène, puis de faire une autre scène pour expliquer ce qui vient de se passer. Bah, c'est le problème que j'ai, par exemple, avec l'industrie de l'audiovisuel quand tu vois ce que fait Netflix. Ou récemment, je crois, c'est Ben Affleck qui disait, bah maintenant, quand tu réalises un film Netflix, t'es obligé de faire un truc et de dire après, tous les quarts d'heure, de résumer l'histoire et où est-ce qu'on en est, parce que les gens sont des cons et qui peuvent pas se concentrer plus d'une heure. Ouais, mais je pense que... Ouais, alors, Nolan, il faisait ça avant, hein, mais... Ah bah C'était- Nolan, oui, non mais bien sûr, mais c'est pas une Finalement, nouveauté dans le cinéma. Finalement, C'est pas une c'était un nouveauté dans le précurseur, tu vois. cinéma. Mais ouais, donc pour revenir à, Invité dans pour le revenir turfu. à Walt Williams et au phosphore blanc, tu vois, je te dis, je pense que la séquence du phosphore blanc, elle marcherait mieux si c'était pas évident où étaient les civils. Mais je sais Oui. pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai que la séquence serait mieux. Enfin, elle serait mieux à quel niveau? Bah, ce serait plus une surprise que t'as dézingué des civils. Mais Est-ce que c'est ça que voulait dire Walt Williams? Est-ce que c'est important que c'est ça que voulait dire Walt Williams? Je sais pas. Mais tu vois, j'ai eu cette pensée au début, et en le disant, bah, je me dis, bah, est-ce que ça... Est-ce que c'est vraiment pertinent? bah ouais, je pense, enfin perso, je pense que oui, parce que si admettons, tu vois, on aurait pu le poser le problème autrement. Bon, après, c'est exactement la même logique qu'a l'État d'Israël quand ils explosent des hôpitaux en Palestine en disant oui, bah attendez, sous les hôpitaux, il y a le méchant Hamas. Enfin, c'est exactement la même excuse. Mais en fait, la grande différence, c'est que à partir du moment où on t'oblige à le faire et qu'on te montre les conséquences de ce que t'as fait, alors qu'en tant que joueur, tu n'avais pas le libre arbitre de décider de ça, Enfin, moi, le problème, c'est pas tellement le fait que tu sois obligé de le faire dans le jeu, c'est le fait que derrière, on vienne te dire que t'as pas eu le Enfin, non, on vienne pas te dire justement que t'as pas eu le choix, on vienne te dire que t'es un énorme connard et qu'on juge ton action. Alors que ton action, elle est contrainte par tout un tas de systèmes, que Oui, ce soit le oui. fait que le jeu te permette pas d'aller plus loin, etc. Et en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est pas tellement que l'implication morale, elle soit existante, ou même que en tant que joueur, tu puisses émettre un jugement moral sur ce qui a été fait. Ce qui me pose problème, moi, c'est que tu aies ce quart, parce que, enfin, pas ce tiers, parce que le tiers, c'est toi, mais que tu aies un autre tiers à ton expérience de jeu qui vienne immédiatement sanctionner ou pas ce que tu viens de faire. Et ça, tu vois, là, pour le coup, je trouve que c'est un Oui, manque non, mais oui, mais c'est... d'intelligence. Oui, non, mais ça, en fait, c'est un peu du gaslighting, mais fait de manière très bête, quoi. Ah ben, merci, voilà le terme. Oui, c'est un gaslighting, et en fait, c'est vraiment un énorme problème dans le contexte de Spec Ops, particulièrement. Tu vois. Oui, bon après, c'est aussi un jeu où la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est faux est floue exprès. Bon, mais bon, bref. Mais Bah tu ouais, vois, mais par exemple, d'un pour d'un revenir point de vue à... moral, c'est beaucoup plus intéressant d'amener le joueur à réfléchir dessus tout seul plutôt que d'avoir un mec qui vient lui dire que c'est pas bien, tu vois. Oui, non mais ça je suis d'accord, mais justement pour revenir à Tales of Vesperia, dans Tales of Vesperia, il y a quand même plusieurs moments où il y a des assassinats politiques commis Mhm. par l'équipe des gentils. Je rappelle qu'on ne pardonnera jamais Salvador Allende à la CIA. C'est vrai. Et moi, je suis pas ravi que ces personnages-là aient commis ces assassinats politiques-là, mais c'est fait dans des cutscenes. Et tu n'as pas le contrôle de la situation Oui, quand ça se fait. oui, il y a ça aussi, oui. Donc, donc ça me donne, ça me donne la liberté de pas être d'accord avec ce que le personnage a fait. Mhm. Oui, De la même je vois manière ce que tu que veux dire. le dernier boss du jeu a le même objectif que les héros, mais il n'est pas d'accord sur la méthode. Et donc, le combat final, c'est pas un combat à mort, euh, c'est juste un combat pour déterminer comment on va résoudre le problème. Oui. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que les deux méthodes sont très radicales parce que les deux méthodes vont amener un changement majeur dans le fonctionnement du monde. Euh, mais pas de la même manière. Donc c'est même pas une question de ouais, nous on joue des centristes et en fait c'est les gentils centristes qui gagnent. Mais... On est,
Ouais, on est dans le nini, ouais, tout à fait, ouais. On n'est pas dans le nini, c'est juste ces deux radicalités différentes qui s'affrontent Oui. et c'est hyper intéressant. Jouer à Tales of Vesperia, il est vraiment bien. Hein. Et le remaster, Ouais, bah le remaster il est pas très cher sur Steam. Après, c'est des questions éminemment politiques aussi, tu vois. C'est... Enfin, Kazend, qui était passé dans ton émission, moi, il m'avait dit un truc qui est relativement resté. Il m'avait dit, la violence, c'est... Enfin, la politique, c'est appliquer de la violence, mais savoir comment on l'applique et à qui. Et tu vois, je trouve ça aussi... assez intertwined avec la moralité. Oui, bah de toute façon, oui, la morale, c'est un peu de la politique qui dit pas son nom. Hein. Oh. On est radical dans cette émission. Ah bon. Mais oui, ouais. Ouais, putain, radical dude. Dixit, le mec qui parlait de Tsahal et des hôpitaux palestiniens. Bah ouais, mais oui, bien sûr, bah évidemment. Il faut de la radicalité à un moment, indignez-vous aussi. Hein. Ouais, et c'est peut-être aussi là que Spec Ops échoue, parce qu'il manque beaucoup de radicalité et que finalement le jeu va finir par parler presque exclusivement de Walker en tant que personne. Et pas du système qu'il a mis dedans. Ouais. Et je pense que ça, c'est un vrai échec de Spec Ops The Line. Parmi les multiples petits échecs que ça a pu être. Mais tu vois, ces petits échecs-là, je pense que chacun peut se faire une idée de est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable, est-ce que c'est vraiment un échec. Alors que le fait que le jeu a le potentiel de parler de réchauffement climatique, a le potentiel de parler de fascisme, a le potentiel de parler d'impérialisme, etc., du complexe militaro-industriel, et que à la place c'est Walker, il a été dans le désert, il est devenu fou. Évidemment. Oui, non, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je pense que en révisant un petit peu mon jugement, enfin en tout cas ma position par rapport au début de l'émission, je pense qu'en fait j'ai un problème avec le fait que l'ontologie du sprite, polygone, quoi que ce soit forcément une vision qui est tierce à toi en tant que joueur. Je pense que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu veux faire de l'ontologie de quelque chose, il faut que l'ontologie vienne de toi. Si quelqu'un vient t'expliquer que oui, Aeris est totalement réel et tu dois être triste parce que j'ai décidé que tu devais être triste, là, il y a un problème, tu vois. Et tu peux appliquer ça pareil au choix de moralité. À partir du moment où c'est un autre tiers qui te l'impose. Alors, tu vois, là... factuellement, Aeris se fait tuer par surprise, Cloud est triste, Tifa est triste. T'es pas obligé d'être triste. Bah ouais, c'est bien. Et de la même manière, non mais, je pense pas que le jeu te demande d'être triste. Le jeu te demande d'observer que Cloud et Tifa sont tristes. Ouais, oui, d'accord, oui. Après, derrière, ce que toi tu en fais, c'est autre chose. Ce que toi tu en fais, c'est autre chose. Ouais. Et de la même manière que ces personnages de fiction, certes, ce ne sont pas des vraies personnes, mais ils sont présentés, ils sont présentés comme ayant... en tant que tel, ouais. Ils sont présentés en tant que tels. Et à ce niveau-là, tu vois, ce que tu disais, toi, Paul, tu existes. Et... Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles. Je suis peut-être juste dans ta tête. Hein. Et les sentiments et les opinions que tu m'inspires, elles ne t'appartiennent pas complètement. C'est à moi qu'elles appartiennent. Et elles ne dépendent pas complètement de ton comportement. Et donc quand Aeris se fait tuer, je pense qu'on peut choisir d'être triste pour la mort d'Aeris, on peut choisir d'être révolté par les tactiques de Sephiroth, on peut choisir de trouver que Cloud abuse un peu de pleurer la mort d'Aeris alors que l'amour de sa vie c'est Tifa. Pardon. Ok, là tu plaques. Ah mais oui, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr, bien évidemment. Et oui, alors,
effectivement, je te dis pas que ça va améliorer ton expérience de jeu, de te sentir triste quand il y a ça de piano.mp3 qui joue. En On est revanche, d'accord. ajouter une dimension émotionnelle à l'interaction avec le système, je pense que ça renforce l'expérience de jeu sans retirer les analyses techniques et les réflexions pour le dire rapidement rationnelles qu'on peut avoir par ailleurs. Oui. Oui, froid des techniques. Mais oui, mais tu vois, par exemple, bah, typiquement, on peut comparer les deux exemples. Enfin, j'ai un autre exemple en plus qui tombe bien, puisqu'il vient de la série Final Fantasy. Rappelle-moi le nom de la grande ville de Final Fantasy XV. Oh là, Bref, on s'en fout. Appelons-la Midgar. Midgurks, qui est en fait la ville dont Noctis est le prince, etc. Et est-ce que ce serait pas un petit peu le 5e personnage de l'histoire? Ah, tu veux dire comme Silent Hill, mais j'allais dire comme New York dans Sex and the City, mais oui, ça marche aussi. Ouais, oui, aussi, oui, ou Wisteria Lane dans Desperate Housewives. Mais non, tu vois, en fait, par exemple, typiquement, t'as cette espèce de... Je trouve que, par exemple, ça marche mieux dans Final Fantasy VII que les personnages disent « Ah, Aerys est morte et on est triste ». Moi, je caricature. Plutôt que la moitié enfin, quasiment dans les 3/4 du Final Fantasy XV, on dit « Ah, putain, on est triste, la ville a été détruite ». Bah oui, mais frérot, moi, en tant que joueur, j'ai jamais foutu les pieds. Donc... j'ai pas d'attachement émotionnel à un endroit ou à un lieu auquel j'ai jamais foutu les pieds. Ah oui, bah oui. De la même manière que, à titre personnel, ben, j'ai pas fait péter les poteaux de Midgar avec Aerys. Bah, du coup, j'en ai un peu rien à foutre, tu vois, quel canne. À titre purement personnel, je m'en fous. Et après, encore une fois, c'est une question de choix du joueur, effectivement. Tu as le choix d'en avoir quelque chose à foutre de la mort d'Aerys ou pas. Ça, on est tout à fait d'accord. J'ai un plus gros problème avec le fait que on essaye de me faire ressentir une chose que je ne ressens pas. Ça, c'est pas le même délire. Ah ouais, ça, j'ai du mal à en vouloir à une œuvre d'art de chercher à me faire ressentir quelque chose si je le ressens pas, tu vois. Non, je reformule. J'ai du mal avec le fait que l'auteur d'une œuvre d'art vienne me taper sur l'épaule, ou en tout cas vienne me dire que c'est ce que je dois ressentir. Pas pareil. Oui, tu vois. Oui, ça, oui. Parce que le fait qu'il ait besoin de venir te l'expliquer expressément ou de manière vraiment prom dog, pour moi, je le sens comme un aveu d'échec de l'œuvre en général, parce que si t'as besoin de le préciser, c'est que t'as merdé quelque part. Ouais, ben ça, je te le retirerai pas, effectivement. Et je préfère qu'un auteur me dise « Salut, j'ai merdé », que tu devrais ressentir ça. Si tu ressens pas ça, c'est vraiment que t'es un énorme dégène. Ce qui est ce que j'ai ressenti dans Spec Ops, du coup. Ouais. Alors, écoute, il y a eu il y a 2 ans une vidéo de Jacob Geller qui parlait d'un temps de chargement en particulier dans Spec Ops. La vidéo est très intéressante. Do you feel like a hero yet? Non. Ah merde. Justement. Mais je crois que sa vidéo s'appelle comme ça. Pas sûr, parce que il essaye justement de changer un petit peu le cadre habituel du débat sur Spec Ops, et je trouvais que c'était intéressant. Alors après, je sais que toi, c'est pas forcément ta cam, Jacob Geller. Jacob Geller, c'est très hit or miss. Je trouve qu'il a un ton justement extrêmement moralisateur, et ça m'emmerde. Mais je pense avoir vu la vidéo à laquelle tu fais référence. Moi, je mettrai le lien dans la description, vous ferez votre propre idée. Comme d'habitude. Et puis, écoute, voilà, je sais pas si vous pourrez nous dire sur Discord qui a eu raison entre Paul et moi sur l'ontologie du pixel.
Ah, parce que c'était ça le but. Alors, à ce moment-là, je vais vous donner un dernier argument, c'est moi qui ai cité le plus de philosophes. Donc j'ai gagné. Ouais, t'as dit la mort de l'auteur, mais t'as pas dit Roland Barthes. Et toc. Ah, ok. T'as parlé de rhétorique, de logique de l'esclave, mais t'as pas cité Kierkegaard, ni les autres, hein. Bah, je citais explicitement Nietzsche à ce moment-là. Ok, vas-y, ouais, ok. Moi j'ai Bah cité ouais. Walt Williams. Ouais, mais tu vois, quand t'as dit qu'on était le produit de notre environnement, t'as pas dit que c'était Spinoza. Ok. On pourrait faire un épisode tout comme ça pendant 1 heure. Ouais, quand je l'ai Je te sens chaud. Hein. Ouais, C'est bah, vrai, attends, tu l'as quand- fait, quand ça je l'ai s'appelle fait- la haute tech ultime. Voilà. C'est vrai. Et j'ai dû le monter moi-même parce que t'aurais pas voulu le monter, toi. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je pense que de toute façon, c'est un débat où tu peux pas décider qui a gagné ou perdu parce que c'est quelque chose qui est très individuel. Alors, j'ai Oui, peut-être mais on ruiné est le sur concept. Internet, donc on peut. C'est vrai, tu as raison. Allez, battez-vous dans le chat du Discord. Bah oui, faites ça. Et puis, bah écoute, j'en profite pour rappeler que Tex et Stubborn est un podcast Studio Carton C. Rendez-vous sur studiocartonc.fr pour retrouver toutes les émissions du réseau. Retrouvez-nous sur le Discord, envoyez-moi des mails à tex.stubborn@gmail.com pour me dire à quel point j'ai tort. Merci à toi, Paul, pour le montage. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Et puis, Paul, on te retrouve dans Pragmatique, dans Tu as niqué la batterie, et sur Twitch, Ouais, sur le Discord de Carton C aussi. sur le Discord de Carton C, évidemment. Et ben on se retrouve le mois prochain. D'ici là, je suis toujours mythe, et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut!